Bonjour et bienvenue dans une nouvelle mise en son réalisée par Rémi Ansel Salas. Dans cet épisode, je vous propose l'adaptation sonore de Malek et les cigognes, un spectacle écrit en 2017 où il est question des racines, de la transmission et surtout des horizons que l'on se cherche. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous laisse en compagnie de Malek. Malek, c'est un petit gars de 6 ans. Pas très grand pour son âge, mais il a le regard très courageux. Des yeux bleus, cernés de longs cils noirs. Sur sa tête, les cheveux sont toujours tout ébouriffés. Son regard, Malek aime le promener chaque soir sur des cartes du monde. Découvrir les noms des pays, des fleuves et des grandes villes, les noms des petits chemins. Pour l'instant, le seul chemin qu'il connaît, Malek, c'est celui qui part de chez lui pour aller jusqu'à l'école. Ce chemin-là passe par un grand terrain vague. Et il y a là tout ce qu'il faut pour s'amuser, avoir peur, imaginer qu'on est perdu, poursuivi ou bien à la recherche d'un grand trésor. Il y a des caillasses, des bouts de bois, du sable, de la boue, des flaques et des plaques de tôle et des mauvaises herbes bien plus hautes que lui. Certains matins, Malek zigzague entre les flaques et d'autres, au contraire, il saute dedans à pieds joints, fait tout éclabousser avec ses grosses bottes en caoutchouc. Il est le seul de toute son école à emporter. Souvent les autres se moquent de lui, mais il s'en fiche, Malek. Il sait très bien qu'ils sont jaloux. Eux, là, avec leurs belles baskets toutes neuves et toutes blanches, ils n'ont pas le droit de sauter dans les flaques. Avant, dans ce grand terrain vague, il y avait des petits bâtiments, avec des gens pour habiter dedans. Mais un jour, les habitants sont partis. Le lendemain, sont arrivés des camions-bennes, des pelleteuses, des tractopelles et des bulldozers. C'est fou ces engins. Ça grignote les murs, ça casse les fenêtres, ça écrase les petits bâtiments, ça décolle les routes, ça arrache les fils, les tuyaux, les panneaux, les poteaux et ça fait de la poussière. Beaucoup de poussière. Les engins viennent, et avec eux, une armée d'ouvriers équipés de masses, de pelles et de pioches. Ils portent tous un casque et un gilet. À chaque couleur de gilet, il y a un boulot. Les gilets jaunes creusent à la pelle. Les gilets oranges tapent à la masse. Les gilets verts piquent à la pioche. Et les gilets rouges, eux, ils regardent les autres faire. Comme les engins, les ouvriers font de la poussière, beaucoup de poussière. Depuis le début du chantier, le quartier de Malek s'est transformé en une immense vallée de gravats. Et sa maison est là, en plein milieu des gravats. En fin d'après-midi, quand il rentre chez lui par le chemin du terrain vague, les ouvriers s'en vont. Et sur le chemin, Malek s'arrête toujours au même endroit pour tendre l'oreille et écouter la musique qui joue à tue-tête par les fenêtres de sa maison. C'est sa grand-mère qui l'écoute, Mémé Line. Enfin, certains voisins ont toujours dit que son vrai prénom c'était Lina. Et d'autres encore ont toujours dit que non, son vrai prénom c'était Linda. Alors la plupart des gens du quartier, pour faire simple, l'ont toujours appelée Mémé Line Linda Lina. Elle écoute la musique très fort car elle adore danser. Et lorsqu'il rentre chez lui, Malek découvre sa grand-mère en plein milieu du salon, dansant et tournant sur elle-même. Autour de son cou, il y a un pendentif. Une toute petite clé. Elle a toujours dit que cette clé-là ouvrait les portes d'un grand palais loin d'ici, là-bas, comme elle dit, loin comme un tour du monde. Elle danse, et elle chante dans des langues que Malek ne comprend pas. Il ne comprend pas, mais il trouve cela très beau. La seule chose qu'il comprend, c'est quand elle lui crie « Quitte tes bottes !» Alors, il les quitte, s'installe sur le canapé et regarde sa grand-mère danser. Quand on la regarde vraiment danser, Méméline, on aperçoit des grains de sable virevolter autour de ses chevilles. Derrière elle, une grande troupe de musiciens jouant sur de très beaux instruments. Et parfois, on arrive même à sentir un petit vent chaud caresser les oreilles. Il vit avec elle depuis toujours. Ni papa ni maman pour Malek. Dans cette histoire-là, c'est comme ça. Elle est belle, Méméline, et elle a du caractère. Depuis que les travaux ont commencé, chaque semaine, le mardi précisément, il y a toujours le même homme qui vient.
Il porte un costume à épaulettes mal taillé, avec une cravate mal rayée, et il tend toujours à Méméline le même papier à signer. Sur la feuille, il est écrit que l'avenir de Malek et de Méméline, c'est un tout petit appartement dans un grand bâtiment. Sur la feuille, il est écrit que l'avenir de leur maison, c'est sa destruction. Bizarre de faire tenir l'avenir sur un bout de papier. Alors Méméline ne dit jamais oui, elle ne dit jamais non. Elle prend poliment le papier que lui tend le monsieur, le lit à voix haute. Mais à peine passées 2 phrases, elle commence à rire. Et plus elle lit, plus elle rit. Elle rit tellement qu'à la fin, impossible de dire le mot « signature ». Alors elle froisse le papier, le jette au nez du monsieur et lui dit « Revenez la semaine prochaine !» Et elle lui claque la porte au nez. Après ça, elle prend tendrement Malek dans ses bras, tourbillonne pour l'emmener dans la cuisine et lui présenter ce qui marmijote dans les casseroles. Marmijoter, c'est un mot qu'elle a inventé pour dire que quelque chose mijote dans une marmite. Sous les couvercles, il y en a de toutes les couleurs, de toutes les odeurs. Beaucoup d'huile d'olive, ça pique, et plus ça pique, plus il aime Malek. À chaque repas, il y a une galette bien ronde et bien chaude. Pour faire cette galette, Méméline s'installe derrière Malek, prend ses 2 petites mains dans les siennes et chante. J'ai une main pour la farine, j'ai une main pour prendre l'eau. Elle se salue, bonjour voisine, et elle pétrisse un joli os. J'attends le temps d'une comptine quand elle est dans le four tout chaud. La galette de Méméline ressort comme la lune tout là-haut. Ronde et belle, comme une pleine lune. Avec ça, un sirop de menthe bien sucré. Et au dessert, un carreau de chocolat noir qu'il croque, installé à la fenêtre de la cuisine. Il contemple l'horizon du terrain vague, où il ne reste que quelques arbres. En ce moment, sur ces arbres, des cigognes nichent. Elles s'affairent avec leur long bec pour rendre les petits nids bien douillets, donnent de grandes béquilles aux petits pleins d'appétit et dansent dans le ciel pour accompagner le coucher du soleil. Elles sont là pour quelque temps seulement, puis elles repartiront. Certaines par le sud, d'autres par l'est. Elles voyagent, elles migrent. Méméline dit que les cigognes ont beaucoup de chances de voyager, de migrer. Elle-même a beaucoup voyagé. Elle a tellement voyagé qu'elle ne se rappelle même plus de l'endroit où elle est née. C'est loin. Elle dit que ça s'appelle là-bas, et que son âme ira là-bas quand elle mourra. Mais il faudra sûrement l'aider à ramener son âme jusque là-bas. Quand elle dit ça, Malek lui demande toujours « Mais Méline, c'est quoi une âme ?» L'âme, Malek, c'est ce qui restera de moi lorsque je ne serai plus là, quand on ne pourra plus se prendre dans les bras. Ce sera tout cet amour, toute cette tendresse et toutes ces belles choses entre toi et moi. Promets-moi que tu ramèneras mon âme là-bas. Alors c'est comme pour les chansons, Malek ne comprend pas tout ce qu'elle dit, mais il trouve cela très beau. Je sais pas si ce que tu dis c'est vrai, mais je t'aime, Méméline. Je t'aime, alors je te promets. Elle l'accompagne dans sa chambre, le borde et lui chuchote bonne nuit. Avant qu'elle n'éteigne la lumière, du fond de son lit, Malek lui demande toujours « Méméline, il est comment le petit palais que t'as laissé là-bas ?» Je l'ai décoré de très belles images. Elles sont belles comme un tour du monde, Malek. Dors, mon petit, dors. Un beau matin, les ouvriers et les engins sont revenus pour couper et déraciner les derniers arbres. Comme pour les petits bâtiments, ils ont fait ça à coups de pelleteuses, de tractopelles et de bulldozers. De chaque arbre, des couples de cigognes se sont envolés. Chaque couple avait un petit avec lui. Certains savaient à peine ouvrir les ailes. Lorsque le dernier arbre a été abattu, le dernier couple est parti sans son petit. Malek et Méméline se sont demandé si l'année prochaine, les cigognes reviendraient. Les semaines passent. Malek remarque que Méméline ne va pas très bien. Elle danse moins. Certains après-midi même, elle ne danse pas. Elle est là, en plein milieu du salon, debout, toute immobile, l'air perdu. Comme si elle avait oublié quelque chose. Elle dit juste « Quitte tes bottes !» Sa cuisine pique de moins en moins, la galette est de plus en plus petite et le soir, elle mange à peine rien et part dans sa chambre. Malek borde Méméline, lui chuchote bonne nuit et l'écoute marmonner dans ces langues qu'il ne comprend pas. Le monsieur avec le costume à épaulettes mal taillé et la cravate mal rayée vient de plus en plus souvent, toujours le même papier à la main. Désormais, quand elle le voit, Méméline ne rit pas. La peine inonde son regard, puis son visage. En lisant, elle pleure, et plus elle lit, plus elle pleure, si bien qu'à la fin,
Impossible pour elle de dire le mot signature. L'homme termine toujours en disant « De toute façon, vous n'aurez pas le choix ». Puis il part sans dire au revoir. Il y a aussi une dame avec plein de papiers qui vient très souvent. Quand elle arrive, Méméline ordonne toujours à Malek de filer dans sa chambre pour boire sa menthe à l'eau. Un jour, Malek a regardé par le trou de la serrure pour les observer. Encore une fois, Méméline en larmes. En voyant ça, il a bu sa menthe à l'eau cul sec, a collé le verre contre la porte puis l'oreille contre le verre et a écouté. La dame dit qu'elle travaille pour l'assistance. L'assistance, c'est là pour te trouver une famille quand t'as plus la tienne. En entendant ça, Malek a eu des frissons. C'est pas possible, je peux pas être séparé de Méméline, et même quand elle mourra, j'ai promis de ramener son âme là-bas. Il n'en a pas dormi de la nuit. Le lendemain, à l'école, il est tellement fatigué qu'il s'endort sur son bureau. En fin d'après-midi, plutôt que de suivre le chemin du terrain vague, il coupe à travers les mauvaises herbes. En plein milieu des ronces, son pied tape contre une pierre, il tombe au sol, regarde ses bottes et juste à côté, découvre un œuf. Pas un œuf de moineau ou un œuf de corbeau, non, un œuf beaucoup plus gros. Blanc, ovale, brillant. Malek le saisit en douceur, le ramène jusque chez lui et l'installe dans la boîte de ses bottes. Dans la cuisine, il prend un torchon chauffé par une marmite, enveloppe l'œuf avec, et dès cet instant, il passe presque tout son temps à observer l'œuf en se demandant si oui ou non, il va éclore. Et un soir, installé à sa fenêtre face à l'horizon du terrain vague, quand il fait croque dans le chocolat, ça fait craque dans la boîte. Une fissure vient d'apparaître. Un petit bec cogne à l'intérieur, tape, tape, tape. Tout excité, le cœur de Malek lui aussi fait tape, tape, tape. La coquille percée, une petite tête au long bec sort de là. 2 petits yeux curieux. Patte maladroite, l'oiseau gigote, 2 petits pas puis tombe dans la boîte. Malek le saisit, sent son duvet tout chaud, l'observe. C'est une petite cigogne. Le bec et les pattes encore noirs. Elle jette sa tête en arrière et fait claquer son bec. Lac, 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 lac. Méméline rentre dans la cuisine et dit « Prends soin de cet oiseau. Il est de ta famille maintenant. » Dès le lendemain, Malek traîne ses bottes dans la boue du terrain vague pour cueillir des vers de terre. La petite cigogne en raffole, fait lac, 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 en demande toujours plus, et très vite, elle devient aussi haute que Malek. Son bec et ses pattes sont rouges maintenant. Tous les jours, elle prépare son premier vol, court à toute vitesse en battant des ailes au milieu du terrain vague, là où les grues se sont dressées et où quelques bâtiments ont déjà commencé à pousser. Chaque soir, ils s'installent tous les deux au cadre de la fenêtre et partagent le chocolat. Un jour, en rentrant de l'école, marchant sur son chemin, Malek remarque une ombre immense qui bouge à toute vitesse au milieu des hautes herbes. Il lève les yeux au ciel et voit sa cigogne là-haut, volant aussi haut que la plus haute des grues. Fou de joie, il ouvre grand les bras puis court à toute vitesse en suivant son oiseau du regard. Quand il est tout essoufflé, il s'arrête sur le chemin, tend l'oreille pour écouter la musique. Mais ce jour-là, rien. Les fenêtres restent muettes, pas une note ne sort de la maison. Malek rentre chez lui. Rien ne bouge. Méméline ne crie pas « Quitte tes bottes !» Tout est là, à sa place, le fauteuil, les meubles, les cadres sur les murs, le porte-manteau, mais c'est comme si la maison était vide. Il rentre dans la cuisine, rien ne marmijote. Il s'approche de la fenêtre, regarde dehors, mais Méméline n'y est pas non plus. Dans le terrain vague, il n'y a que des mauvaises herbes couchées par le vent qui se lève. La cigogne vient se poser sur le cadre de la fenêtre. « Tu sais où est Méméline, toi ?» L'oiseau fait lac-lac-lac et déploie délicatement l'une de ses ailes. Au bout de ses plumes, il y a comme une bulle, à peine plus grosse qu'une bille. Transparente, lumineuse, fragile. Elle scintille. Malek la saisit dans ses mains et elle brille un peu plus fort. Il regarde de plus près. Quelque chose semble flotter à l'intérieur. C'est le visage de Méméline. Voici mon âme, Malek. Voici ce qu'il reste de moi désormais. Malek tremble. Méméline, si je te vois, ça veut dire que je suis mort moi aussi ? Non, Malek. Tu me vois parce que tu m'aimes. Te rappelles-tu de ta promesse ? Oui, j'ai promis de ramener ton âme là-bas. Mais il faut aller par où pour trouver là-bas ? Par les airs et par le ciel, Malek. Laisse ton oiseau te guider. La cigogne le regarde, comme pour le rassurer.
Mais voler sur le dos d'un oiseau, ça fait peur et dehors le vent souffle de plus en plus fort, le ciel s'assombrit. N'aie pas peur de ces nuages, Malek. Regarde-les, entends leur souffle. Il regarde, puis il voit. Il écoute, puis il entend. À l'intérieur des nuages, des cigognes. Des centaines et des centaines de cigognes volent, le cou tendu vers l'horizon. Leurs ailes battent lourdement, et ce sont elles qui créent le vent. Malek frissonne de la tête aux pieds. Elles envahissent le terrain vague, se perchent sur les hautes grues, les murs déjà dressés, les panneaux et les grillages des travaux, bien plus nombreuses que d'habitude. De la main de Malek, l'âme de Méméline s'élève lentement et file. Malek frissonne encore un peu plus. Il sort à toute vitesse de sa maison et découvre alors les cigognes figées, silencieuses, le regard posé sur lui. Elles semblent l'attendre. « Méméline ! Méméline !» 3 pas plus tard, il sent quelque chose au-dessus de lui saisir ses 2 épaules. Ses pieds, ses bottes décollent du sol, il s'envole, le vide grandit vite, il lève les yeux et découvre sa cigogne qui le porte jusqu'au sommet de la plus haute des grues. Une fois en haut, une fois tout là-haut, Malek retrouve l'âme de Méméline, toujours dans la petite bulle qui l'enveloppe. Pourquoi m'avoir fait voler jusqu'ici ? Pour contempler l'horizon, Malek. Regarde tout autour de toi. Et du sommet de la plus haute des grues, Malek regarde les horizons. Puis il pose son regard tout en bas, sur sa maison où devant la porte se tiennent l'homme et la dame qui font pleurer. Méméline lui dit alors « Laisse faire ton oiseau et garde tes bottes, mon petit. Notre voyage commence. » Quand elle dit ça, les cigognes ouvrent grand leurs ailes et s'envolent une à une. Malek grimpe sur le dos de son oiseau et à leur tour ils s'envolent. Comme elles montent dans le ciel, Malek, lui, regarde vers le bas. Sa maison devient de plus en plus petite, puis minuscule, un petit point au milieu du terrain vague. Et le terrain vague, à son tour, devient de plus en plus petit, puis minuscule, un petit point au milieu des villes. Les villes, à leur tour, deviennent de plus en plus petites, puis minuscules. Petit à petit, la nuit fait son nid. Et au milieu de la volée, l'âme de Méméline scintille. C'est grâce à elle que les oiseaux se dirigent. Méméline, on va mettre longtemps pour trouver le là-bas. Ne pense pas au temps qui passe, Malek. Pense au chemin. Dors maintenant. Dors. Bercé par le son des ailes et le visage caressé par les nuages, Malek s'endort sur son oiseau qui file jusque vers là-bas. Champiñones laminados no tienes tú, ¿verdad, hija? No. Ni de ninguna, ni sin laminar, ¿no? Le lendemain matin, Malek ouvre les yeux dans un grand nid de cigognes. Au-dessus de lui, le ciel d'Espagne. Il est à Bornos, en Andalousie. Mais Méline, ça y est, on est arrivé là-bas. Non, Malek, là-bas, c'est bien plus loin qu'ici. Curieux, courageux, il quitte le nid et part promener ses bottes dans les rues de Bornos. Très vite, il tombe en extase devant les longues allées d'orangers et de citronniers, devant les murs blanchis à la chaux ou au contraire très colorés. Il marche et contemple sans regarder l'heure jusqu'à ce que le soleil atteigne son zénith. Voilà Malek assoiffé. Mais à Bornos, lorsque le soleil est aussi haut dans le ciel, les portes et les volets sont fermés. Pas âme qui vive dans la rue, pas un bruit, pas un chat, juste le vent chaud. Difficile de trouver de l'eau à cette heure-là. Cherchant au détour des rues, il aperçoit pourtant une vieille dame, assise sur une chaise de camping rayée, peut-être aussi vieille qu'elle. Elle porte un fichu noir sur ses cheveux. Sur ses épaules, un tricot noir, recouvrant une longue robe noire qui recouvre des collants noirs, au bout desquels il y a des espadrilles noires. À côté d'elle, un grand portail noir qu'elle semble garder. Malek s'approche d'elle, découvre sa peau tannée par le soleil. La vieille dame garde les yeux fermés, mais la soif de Malek est trop forte, il est obligé de la réveiller. « Madame, auriez-vous de l'eau, s'il vous plaît ?» Les paupières toujours closes,
Elle tourne son visage vers celui de Malek, lui fait signe de s'approcher. Quand il est tout près d'elle, elle pose délicatement ses 2 mains sur le visage de Malek. Des mains très douces, portant l'odeur du citron. Dans mon jardin petit, tu trouveras de l'eau et de jolies fleurs, choisis-en une et offre-la à une personne que tu aimes. Malek pousse alors les 2 battants du grand portail noir et découvre alors un jardin sublime. Du jasmin court le long des murs, de la glycine jaillit du toit, et il y a des roses de toutes les couleurs, rouges, blanches, jaunes, roses, oranges, violettes. Malek se faufile délicatement entre elles, craignant de se piquer ou de faire tomber un pétale. Tout au fond du jardin, une fontaine, l'eau bruissant tout doucement. À peine le bout des doigts trempé, Malek sent tout son corps frissonner. Il prend l'eau dans le creux de ses mains, la porte à sa bouche et en une gorgée, il est désaltéré. En se retournant, Malek découvre que toutes les fleurs ont bougé. Elles sont tournées vers lui, figées, silencieuses, comme si elles l'observaient. Au beau milieu d'un massif, il choisit une rose pour Méméline. Dehors, la vieille dame est toujours là. Elles sont très belles, vos roses, madame. Les yeux toujours fermés, elle sourit et le salue de la main. Retrouvant l'âme de Méméline dans le grand nid de cigogne, il lui offre la fleur. Elle sourit, dit que les roses ont toujours été belles à Bornos. Elle a vécu ici quelques belles années de sa jeunesse. Elle était serveuse dans un bar, travaillait avec sa meilleure amie qu'elle surnommait la Rose. On disait d'elle et de Méméline qu'elles étaient les plus belles femmes de tous les alentours. Les plus belles, car les plus libres. Elles avaient juré que jamais on ne les marierait. Mais la guerre a éclaté dans ce pays-là, et tout a changé. La colère a grogné, et les habitants se sont déchirés. Des hommes sont venus leur faire savoir qu'elles devaient changer d'attitude. Un jour, l'un d'entre eux a même menacé la Rose en lui disant « Si tu ne baisses pas le regard quand je passe, toi, un de ces jours, je te crèverai les yeux. » La guerre a fini par pénétrer dans les murs et les rues de Bornos. Méméline a quitté la ville, mais la Rose a décidé de rester. Méméline n'a jamais su ce qu'était devenu son amie, la Rose. À la fin de cette journée, rendez-vous à Cadis, une ville toute proche embrassée par l'océan. Alignées sur le quai, les cigognes sont encore une fois figées, silencieuses, le bec tendu vers l'horizon où le soleil descend lentement. Méméline au creux de ses mains, Malek lui aussi contemple. « Méméline, pourquoi on ne décolle pas ?» Le vent n'est pas encore là. Dès qu'il soufflera, toutes les ailes s'ouvriront. « Méméline, est-ce que là-bas c'est aussi loin que le soleil ?» Pas aussi loin, non, mais bien plus loin que la mer. Garde tes bottes, mon petit. Là, le vent s'invite sur le quai de Cadis. Toutes les ailes se déploient et les cigognes s'envolent une à une. Malek installe l'âme de Méméline tout près de son cœur, grimpe sur le dos de son oiseau et à leur tour, ils s'envolent. Très vite, le vent souffle comme jamais. Cadis et toute la côte disparaissent en quelques battements d'ailes. Cramponné sur le dos de son oiseau, Malek hurle de joie. Toute la volée vole, voltige, descend sur les vagues, remonte tout droit avant de piquer tête en bas. Et toute la volée vole, voltige, descend sur les vagues, remonte tout droit avant de piquer tête en bas. Et encore 2 fois, 3 fois, Malek crie de plus belle jusqu'à ce qu'un coup de tonnerre fasse trembler l'horizon. Au loin sur la mer, une barrière de nuages se dessine. Collés les uns aux autres, ils esquissent un visage terrifiant. Des éclairs dans les yeux, une gueule énorme prête à avaler toute la volée. Tout affolées, les cigognes tentent un demi-tour, mais le vent dans leur dos est beaucoup trop fort. Et tout comme les nuages, les cigognes se collent entre elles pour affronter la tempête. Une fois dans sa gueule, elles évitent un premier éclair, accélèrent. Un mur de pluie se dresse, les aveugle. Les oiseaux évitent un 2e éclair, mais le 3e éclair frappe au cœur de la volée et projette toutes les cigognes sur les eaux déchaînées. Dans la mer furieuse, Malek sent l'âme de Méméline lui échapper, s'éloigner. Et sans lâcher son oiseau, il essaye de garder la tête hors des vagues. Mais les voilà enroulés, submergés, projetés. De l'eau dans la bouche, dans le nez, les oreilles. Quelques instants de répit, mais un nouveau rouleau se forme et les aspire vers le fond de l'eau. Ils se débattent, mais la vague les tient bien trop fort. Leur murmure de ne plus bouger les entraîne tout près des abysses. Lentement, la vague esquisse son ascension vers la surface.
Elle monte, les porte dans sa gueule et les recrache encore plus loin. La tête hors de l'eau, ils aperçoivent une balise qui flotte et tangue au gré des vagues. Ils s'y agrippent de toute leur force. De la balise part une corde et au bout de celle-ci, un phare. Dans la lanterne tout là-haut, la lumière de Méméline brille. La mer monte, descend, mais ils se hissent le long de la corde. Au pied du phare, ils rentrent et montent 4 à 4 les marches des escaliers. Tout en haut du phare, ce n'est pas l'âme de Méméline qui brille, non. Il n'y a que la lumière guidant les bateaux. Malek regarde l'horizon. Méméline et toute la volée ont passé la tempête. Il s'égosille pour les appeler, mais la tempête hurle bien trop fort. Tout apeuré, la cigogne jette sa tête en arrière et fait lac, 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 lac. Malek l'enlace, la rassure. On le trouvera quand même, le là-bas. Il vide l'eau de ses bottes et s'endort épuisé, pensant maintenant au chemin qu'il va devoir trouver. Le lendemain matin, la mer est tout à fait calme, le ciel entièrement bleu, comme si la tempête n'avait jamais existé. Malek et son oiseau reprennent leur vol au-dessus de la mer. Sur l'écume, ils remarquent parfois des bateaux de briquet de broc flottant sans but. Jamais personne à bord. Ils se demandent où vont et d'où viennent tous ces bateaux abandonnés. Jusqu'à ce qu'une voix surgisse entre 2 vagues. « Eh oh, toi là-haut, viens m'aider !» Sur une embarcation de briquet de broc, une seule passagère. Une petite fille à peine plus grande que lui. Elle porte une veste de survêtement rouge, trop grande pour elle, trempée. Et pour seul bagage, un sac à dos, trempé. Malek et la cigogne changent de cap et filent se poser sur le radeau de la petite fille. Elle dit « Waouh, tu voyages en oiseau, toi? Et c'est un passeur qui te l'a vendu ?»« Non, personne me l'a vendu. C'est mon oiseau. » »« C'est quoi un passeur ?»« Un passeur, c'est quelqu'un qui te fait voyager. Mais attention, il te fait voyager caché. Avec lui, tu sais jamais quand tu pars et tu sais même pas si un jour tu vas arriver. Avec mon papa, on en a rencontré plein. Plus de 6 mois qu'on est parti. On a traversé 5 pays, 4 déserts, 3 fleuves, 2 guerres, mais là j'ai qu'une envie. C'est de retourner là-bas, retrouver mon papa. »« Il est où ton papa ?»« Il est resté de l'autre côté de la mer. On était trop nombreux pour ce bateau. Et mon papa, il est très grand. Des grands bras, des grandes jambes et surtout, il a de très 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 grands pieds. Au moment d'embarquer, les passeurs lui ont dit « Toi, tu prends trop de place. Si tu veux monter, tu payes plus cher. » Comme il avait plus d'argent, il n'est pas monté. Le bateau a commencé à partir. J'ai voulu redescendre pour le rejoindre, mais on était trop serrés. J'y suis pas arrivé. J'ai tellement pleuré. Les autres me disaient « Arrête de pleurer. La mer est suffisamment grande et salée comme ça. Arrête de pleurer, tu vas nous faire couler. » J'ai fini par m'endormir sous mon sac. Et ce matin, plus personne à bord. Peut-être qu'ils sont partis à la nage. Peut-être qu'un bateau les a secourus et qu'ils m'ont juste oublié. Je dérive depuis 2000 vagues, mais je veux retrouver la trace de mon papa, retourner là-bas. Et toi aussi, tu vas par là-bas ? Oui, dit Malek. J'ai perdu l'âme de ma grand-mère, Méméline. Je lui avais promis de la ramener là-bas, mais j'ai perdu sa trace. Je sais juste qu'elle avait un palais quelque part, par là-bas. Je sais juste que c'est pas aussi loin que le soleil, mais bien plus loin que la mer. Et la petite fille répond. Waouh! Tu voyages à dos d'oiseau, tu cherches une âme et un palais. Si j'étais toi, je resterais pas trop sous le soleil. Bon, on suit le même chemin, toi et moi. Je te donne une pièce, emmène-moi s'il te plaît. Malek pose sa main sur celle de la petite fille. Je suis pas un passeur, je suis un voyageur. Donne-moi ton sac, monte sur l'oiseau, on va te ramener. Prenant le sac sur ses épaules, Malek manque de tomber à la renverse. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton sac ? La fille répond. Pas grand-chose. Une boîte d'allumettes et de la farine. Avec ça, dans le désert, tu peux manger pendant un beau moment si t'es malin. Passé 2 nuages, la petite fille s'est endormie sur le dos de l'oiseau. Bien des nuages plus tard, il trouve enfin la plage. La petite fille dort encore, mais Malek cherche pour elle les traces de pas de son papa. Sur le sable mouillé, les traces sont illisibles. La mer a tout effacé pendant la nuit. Il n'y a que quelques coquillages cassés, des sacs en plastique déchirés. Un peu plus loin, les traces de pneus d'une Jeep. Mais il continue de chercher. Et en s'approchant d'une dune, il découvre une trace de pas gigantesque. Tellement grande qu'il y fait 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas.
Il court vers la petite fille. « Réveille-toi, réveille-toi, est-ce que les pieds de ton papa sont grands comme 4 fois les pieds d'un enfant ?» Elle ouvre les yeux et répond « Oui !» Puis elle se lève et file à toute vitesse pour aller voir. Comme Malek, elle fait 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas. Elle marche, puis court sur les traces. Une fois arrivée en haut d'une petite dune, elle crie « Faut que je suive ces traces, vite, 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 avant que le vent ne les efface !» Malek, lui, observe les portes du désert. Elles sont belles. Pas de serrure, pas de poignée. Mais comment faire pour retrouver les traces de Méméline dans tout ça ? Tu sais, Malek, les âmes, ça laisse des traces dans le cœur. C'est un beau chemin, t'es déjà dessus. Reste caché, te fais pas remarquer et surtout, marche pas trop sous le soleil parce qu'il pourrait bien un jour te tromper. Garde le sac et prends ma pièce. Bon voyage, Malek. Elle disparaît derrière la dune. Installés sous l'ombre d'un arbre, Malek et la cigogne attendent le coucher du soleil. Quand ils passent derrière l'horizon, ils reprennent la route désert. La nuit, les dunes dansent délicatement. L'eau dans les oasis reflète toute la lumière de la pleine lune. Ronde et belle, comme les galettes de Méméline. Ça lui manque tellement. Ça lui ouvre même l'appétit. Mais dans le sac de la petite fille, il y a de la farine, des allumettes. S'il arrivait à faire un feu, juste au bord d'une oasis, peut-être que... Alors avant que le jour ne se lève, il fait atterrir son oiseau juste au bord d'une oasis. Et du bout de son long bec, la cigogne arrache quelques brindilles d'un arbuste tout sec. Malek craque une allumette et les enflamme. Une fois les brindilles devenues braises, il ferme les yeux et imagine là les mains de Méméline posées sur les siennes. J'ai une main pour la farine, j'ai une main pour prendre l'eau. Elle se salue, bonjour voisine, et elle pétrisse un joli os. Je pose la galette sur le feu et la recouvre de sable fin. J'attends un petit peu, puis la découvre de mes mains. Je la prends du bout de mes doigts et la retourne sur le feu. Je la recouvre encore une fois et j'attends encore un petit peu. Je la découvre pour de bon et de mes 2 mains je la prends. Sentez-moi ça comme elle sent bon, vite on la mange, qu'est-ce qu'on attend? Ronde et belle, comme la pleine lune. Méméline serait tellement fière. Il la découpe en 3 parts, une pour lui, une pour l'oiseau, et la dernière, oui, pour sa grand-mère. Ça lui donnera peut-être envie de revenir auprès de lui. Plus les nuits passent, plus les galettes sont délicieuses. Le désert est toujours aussi beau, toujours aussi grand, mais Méméline, toujours aussi absente. Malek, pourtant, lui réserve chaque soir une part. Et la fin du désert arrive. Plus 1 gramme de farine, plus qu'une allumette. Juste avant l'aube, il trouve refuge dans une grotte au pied d'une montagne. Quand sa cigogne s'endort, Malek contemple le lever du soleil. « T'es où, Méméline ? T'as peut-être déjà retrouvé ton palais ?» Il observe une oasis toute proche, où quelques fennecs se disputent un os pas plus gros qu'1 pouce. Malek s'approche d'eux, quelques parts de galettes dans les mains. Mais quand ils l'aperçoivent, les fennecs détalent à toute vitesse. Quelque chose souffle dans le paysage. Une petite tornade danse doucement sur le sable, grandit lentement, mais plus elle avance, plus elle grandit. Et quand elle a fini de passer, elle laisse apparaître au loin un immense palais. Ça y est, je l'ai trouvé. Malek se met en route. Il avance, tout sourire, sûr de lui, sème quelques miettes de galettes afin de retrouver son chemin. Plus il avance, plus le palais grandit. Des blocs de marbre, de l'or, des pierres précieuses. Il marche longtemps, longtemps en direction du palais jusqu'à ce que le palais ne grandisse plus. Il a beau marcher, le palais ne semble pas plus près. C'est comme s'il marchait sur place, comme s'il essayait d'aller toucher un arc-en-ciel. Et le palais s'efface, comme le font les arcs-en-ciel. Il se retourne, la grotte qu'il a quittée plus tôt n'est plus là. Les fennecs l'ont suivi, il mâche les morceaux de galettes qu'il a semés et file encore une fois à toute vitesse pour disparaître derrière les dunes. Malek cherche à les suivre pour retrouver son chemin, mais il ne court pas assez vite. Le soleil brûle sa peau. C'est pas comme à Bornos. Le désert porte trop bien son nom. Il marche dans le sable,
qui petit à petit remplit ses bottes, marche sans savoir où il va pendant des heures jusqu'à tomber, les yeux fermés. Quand ses yeux s'ouvrent à nouveau, Malek est abrité sous l'aile de son oiseau, aussi épuisé que lui. Ils sont dans la grotte, leur cœur rempli de peine. On trouvera jamais notre là-bas. Ça existe même pas, là-bas. Le sac à dos léger sur ses épaules, Malek sort de la grotte avec son oiseau, prêt pour le demi-tour, prêt à s'envoler, quand une voix résonne sur la montagne. « Eh oh, toi en bas, viens par là, envole-toi !» Malek lève les yeux et découvre la petite fille juste en dessous d'un gros nuage qui cache le sommet de la montagne. En quelques battements d'ailes, il vole jusqu'à elle. « Je savais que tu viendrais ici, » elle dit. « T'as suivi les traces dans ton cœur et t'as trouvé le chemin. »« Pas du tout, » répond Malek. « J'en ai plein les bottes, je rentre chez moi. » La petite fille lui répond. « Tu peux pas, t'as plus de maison. » Si l'horizon du désert était pas le bon, si tes racines sont pas dans le sable, c'est qu'elles sont ailleurs, là où tu voudras t'enraciner. On regarde le ciel, tu vois pas le sommet de cette montagne parce que les nuages sont trop gros. Mais crois-moi, c'est par là que tu dois aller. Quand tu seras tout en haut, tu verras de l'autre côté un grand fleuve, et au bord de ce fleuve, l'âme de ta grand-mère, Méméline. Malek lui coupe la parole et demande « Qu'est-ce que t'en sais ?»« Je reviens de ce fleuve, Malek. J'ai raccompagné l'âme de mon papa. Garde tes bottes, grimpe cette montagne, passe le nuage, et tu la retrouveras. Bon voyage, Malek. » Elle a repris son chemin tranquillement et s'est mise à fredonner. Sur le dos de sa cigogne, Malek a passé le nuage, et une fois au sommet de la montagne, il a aperçu le fleuve. Ciel laiteux, un large fleuve sous une pluie fine. Juste au bord, l'âme de Méméline scintille. Quand Malek est tout près d'elle, elle se blottit dans sa main et lui dit « Je ne pouvais pas m'en aller sans te dire au revoir. »« Me dire au revoir, Méméline ? Mais on devait voyager jusque là-bas, ensemble. » »« Tu voyageras sans moi, Malek. Laisse ton oiseau te guider. Il t'emmènera jusqu'au petit palais. Tu y trouveras toute mon histoire. J'espère qu'elle te plaira. Et peut-être aussi, tu trouveras tes racines. » Rien ni personne aux alentours, mais Malek se sent comme observé. Rien ni personne aux alentours, mais quelque chose bouge au milieu des hautes herbes. Malek sursaute, observe. Quelques clapotis. Il pense à un animal, mais une silhouette se dessine. Une silhouette très fine qui semble marcher sur le fleuve, mais elle ne marche pas. Non, elle est sur un radeau, avance lentement en poussant l'eau de sa longue rame. Cette silhouette est celle d'un vieil homme, immense, maigre. Malek n'a jamais vu quelqu'un d'aussi grand, d'aussi maigre. Il porte un fichu blanc sur sa tête, une longue barbe blanche et des vêtements déchirés. À chaque coup de rame, il laisse derrière lui une longue traînée de brouillard. De la fumée s'échappe de son nez. Il laisse le radeau glisser jusqu'à la berge. Quand il est tout près, il se penche au-dessus de Malek. « Qu'est-ce que tu veux ?» Malek lui montre l'âme de Méméline. L'homme observe, ouvre grand sa main où l'âme de Méméline vient se blottir. « Tu as de quoi me payer. » Malek plonge les mains dans ses poches, saisit la pièce de la petite fille et la tend au vieillard. Le passeur la prend lentement, puis il dépose Méméline dans le radeau. Malek tente de monter lui aussi, mais le passeur plante sa rame devant lui. « À partir d'ici, aucun vivant ne traverse ce fleuve. »« Mais vous êtes bien vivant ?» répond Malek. « Peut-être que oui, peut-être que non. » Puis il rame pour entamer la traversée. Malek monte sur le dos de sa cigogne et s'envole avec elle pour voir où l'homme peut bien emmener sa grand-mère. Au milieu du fleuve, le vieillard lève la tête et dit « Inutile de nous suivre. Je peux faire durer la traversée pour l'éternité. Ni toi ni ton oiseau ne pourraient voler aussi longtemps. Regarde. » Il fait un grand geste, la rive de l'autre côté disparaît et laisse place à des flots sans fin. L'eau du fleuve s'épaissit. À la surface, des visages apparaissent, des visages d'hommes, de femmes, parfois des visages d'enfants. Le vieil homme plante sa rame dans l'eau. Le radeau s'immobilise. Lentement tout autour, l'eau se met à tourbillonner, puis elle se creuse et des mains semblent caresser le radeau. Plus le radeau descend,
plus l'âme de Méméline scintille. La lumière devient alors trop éclatante, éblouissante, impossible de la regarder. Et d'un coup, toute l'eau vient submerger le radeau. L'âme de Méméline illumine alors tout le fleuve. La lumière est trop forte, Malek et la cigogne font alors demi-tour pour regagner la berge. Quand ses yeux s'ouvrent à nouveau, Malek redécouvre le fleuve tel qu'il l'avait trouvé, calme et assoupi. Il attend que le vieil homme revienne. Il attend longtemps, mais l'homme ne revient pas. L'homme ne reviendra pas. La cigogne tente de faire bouger Malek, mais rien n'y fait, il reste immobile. Comment je vais fermer mes lignes pour trouver le là-bas qu'il faut? Tu vas me manquer, Méméline, je n'ai plus que mon bel oiseau. Comment je vais fermer mes lignes pour trouver le là-bas qu'il faut? Tu vas me manquer, Méméline, je n'ai plus que mon bel oiseau. Il tourne enfin le dos au fleuve et s'en va. Mais la cigogne reste sur la berge, guette quelque chose dans l'eau. Subitement, elle y plonge son bec. Malek se demande ce qu'elle peut bien vouloir pêcher. Elle plonge son bec une deuxième fois. Et lorsqu'elle le plonge pour la troisième fois, elle plonge aussi toute sa tête. Ses ailes s'agitent, de plus en plus sa tête reste sous l'eau. Et quand elle la ressort, elle tient juste au bout de son bec le pendentif de Méméline, la toute petite clé. Elle la dépose dans la main de Malek et le voilà qui sourit. Tu crois qu'on va le trouver, le là-bas, toi? Fière d'elle, la cigogne jette sa tête en arrière et lance son plus beau lac-lac-lac, lac-lac-lac. L'écho sur le fleuve ramène un lac-lac-lac, lac-lac-lac. La cigogne lance un nouveau lac-lac-lac, lac-lac-lac en direction de l'écho qui revient encore plus fort, lac-lac-lac, lac-lac-lac. Malek observe et entend avec elle les nuages qui composent le ciel. Ils les reconnaissent, ces nuages remplis de cigognes. Les voilà, toujours aussi nombreuses, elles tourbillonnent au-dessus d'eux pour les inviter. On va finir notre voyage, dit Malek. Il passe alors le pendentif de Méméline autour de son cou et grimpe sur son oiseau. Une longue route. Un voyage beau comme un tour du monde. Vole au-dessus de grandes prairies verdoyantes. Survole de montagnes enneigées. Se laisse planer au-dessus de sombres forêts. Atterrissage dans une jungle dense où chaque cigogne trouve alors sa place. En plein milieu de cette jungle, une vieille maison qui semble abandonnée. Sur le toit, un fil d'étendage détendu par le temps, une vieille antenne de télévision et une petite trappe. Malek ouvre cette trappe et découvre une échelle en bois pour descendre à l'intérieur de la maison. Il l'emprunte, et une fois à l'intérieur, il a comme l'impression d'être déjà venu ici, comme s'il reconnaissait les murs et les odeurs. Il quitte alors ses bottes. Dans la cuisine, il trouve un pot de farine vide, des torchons, des grandes marmites sur les murs et une vieille bouteille de gaz. Dans le salon, un fauteuil à bascule, une machine à coudre en fonte, des disques en plastique noir 2 fois plus grands que son visage, une théière et une vieille bougie posée sur une table minuscule. Un petit tiroir entrouvert. À l'intérieur se trouve une vieille boîte en fer rouillé que Malek prend et secoue. Il y a comme du papier à l'intérieur. Cette boîte est recouverte d'autocollants. Lima, Belgrade, Béjaïa, San Francisco, Berlin, Rio, Tokyo, Melbourne, Pretoria, Bamako, Bangkok, Dublin. Et le dernier autocollant dit ceci: Souvenir du petit palais. Une toute petite serrure garde la boîte fermée. Malek retire alors la clé de Méméline passée autour de son cou, la glisse dans la serrure, et tout doucement, la boîte s'ouvre. À l'intérieur, des dizaines de photos. Sur la première, une montagne dont le sommet est recouvert de neige et pourtant à ses pieds passent des girafes et des éléphants. Sur la deuxième photo, c'est un homme avec un cigare coincé dans son sourire, assis sur le capot d'une belle voiture rouge garée sous un palmier. Il sourit, montre derrière lui la mer des Caraïbes. Troisième photo, ce sont des hommes et des femmes en tenue de soldats. Ils portent tous un fusil, mais au bout de leur canon, il y a des petites fleurs rouges. Puis sur une autre photo, une mer où tout le monde flotte sur le dos. Sur la suivante,
Une dame en kimono tient une grande ombrelle et marche entre des cerisiers en fleurs. Derrière chaque photo, Malek découvre une date, un prénom, le nom d'une ville et d'un pays. Comme la nuit enveloppe la maison, Malek prend la dernière allumette de la boîte, la craque et allume la bougie. Il s'installe tranquillement pour découvrir toutes les photos dans la boîte. Sur la toute dernière, il découvre Méméline, juste devant la maison où il se trouve. Elle tient dans ses bras un enfant, tout petit. Derrière la photo, il est écrit « Malek et moi ». La bougie s'éteint, le jour est là. Malek se relève, emprunte l'échelle en bois et une fois sur le toit, remarque que toutes les cigognes sont parties. « Personne ne m'attend, moi. Je peux aller où je veux », se dit Malek. Il reprend ses bottes dans la maison, mais impossible pour lui de les chausser. Trop petites. Tant pis, je vais partir pieds nus. Il range toutes les photos de Méméline dans la vieille boîte, qu'il met dans son sac à dos. Il ouvre tranquillement la porte et prend le premier chemin qui s'offre à lui. Il se dit qu'à partir de maintenant, il dormirait bien où il voudrait. Au sommet d'une montagne, dans une grotte, sous un rocher, en haut d'une falaise, au pied d'un volcan, dans une prairie, au bord d'un étang, sur les toits sous les ponts, dans un terrier ou un avion, dans un canyon ou un camion, en pleine mer sous la lune, au beau milieu des dunes ou peut-être sur un arbre enneigé. Passé presque 1 kilomètre, il a senti ses pieds nus souffrir des cailloux et il a pensé qu'il lui faudrait bien vite de nouvelles bottes. Au même moment, dans son dos, il y a eu un lac magnifique. Il s'est retourné et a vu sa cigogne postée sur le toit de la maison, comme si elle l'attendait. Elle a relancé un lac, mais Malek lui a tourné le dos. Il a souri, fermé les yeux, a ouvert grand les bras et s'est mis à courir sur le chemin aussi vite qu'il le pouvait. Très vite, il a senti quelque chose au-dessus de lui saisir ses 2 épaules. Ses pieds ont décollé du sol. Il a encore senti l'envol et le vide grandir vite. Car c'était là pour Malek, le nouvel envol, pour filer finalement vers tous les là-bas. L'histoire est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles mises en son ou d'autres aventures radiophoniques. N'hésitez pas à partager cet épisode et si vous souhaitez me joindre, c'est sur salasremy@icloud.com. À très vite.